Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter la 26e édition de notre Observatoire mondial des marchés de l'énergie, le WIMO. Je vais faire cette présentation à 3 voix avec mes collègues Florent Andrion et Philippe Vier. Nous allons regarder les travaux que nous avons menés cette année pour cet observatoire. Et vous voyez que nous avons étudié l'impact de la géopolitique et des tensions géopolitiques sur les marchés de l'énergie. Nous avons regardé les progrès des technologies propres. Nous avons constaté, et c'est le titre de notre rapport, que le monde n'est pas sur la trajectoire des accords de Paris et qu'il y a des mesures à prendre. Et nous avons regardé les mesures à prendre. Et puis, bien sûr, il y a les conclusions et les recommandations. Nous allons aujourd'hui développer l'épisode numéro 3 qui est « Que faire pour essayer de se rapprocher des objectifs de l'accord de Paris ?» Je vous engage fortement à regarder les épisodes précédents sur la tension géopolitique et les technologies propres et bien sûr l'épisode qui va suivre sur les conclusions et recommandations. Nous ne sommes pas sur la trajectoire pour atteindre les objectifs de Paris. Donc, nous avons, dans l'épisode précédent, regardé le développement des technologies actuelles. Dans cet épisode, nous allons étayer notre propos sur le fait que nous ne sommes pas sur cette trajectoire. Et puis, nous allons regarder quelles technologies de rupture pourraient se développer, probablement pas à l'horizon 2030, mais à l'horizon 2040. Nous allons accorder une place importante à aussi l'impact de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Alors, merci Colette. Pour commencer, quelques chiffres du Fonds monétaire international. 2023, croissance des PIB de l'ensemble des pays du monde de 3,2%. Comparable, même si c'est légèrement inférieur à ce qu'il avait vécu en 2022. La consommation d'énergie primaire augmente un petit peu moins, hein, c'est qu'il commence à y avoir une décorrélation, on vous le dit depuis 2 ou 3 ans, 2,1%. Les émissions de CO2, malheureusement, continuent à s'accroître, plus 2,1% globalement, même si, bonne nouvelle cette année, l'Europe, le bon élève de la classe sur la transition énergétique, voit ses émissions de CO2 réduites de 5,3%. C'est vraiment très significatif et ce qu'il faudrait que le monde fasse dans chacune des géographies. Et l'Amérique du Nord voit en 2023 les émissions de CO2 réduites d'environ 2%, 1,9%. L'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Et des progrès sur l'intensité énergétique. Pour placer le schéma. Revenant sur l'intensité énergétique, c'est-à-dire le rapport entre les PIB et la consommation d'énergie primaire, un progrès a été fait de 1,3%, moins qu'en 2022. En 2022, c'était beaucoup tiré par les prix qui étaient très forts de l'énergie et donc réduction de la consommation. L'Europe est à 4,8% de progrès d'intensité énergétique, l'Amérique du Nord à 4%, Asie-Pacifique comprenant la Chine à 0%, et l'ensemble des autres géographies font que globalement, il y a une croissance de 1,3%. Clairement, l'Europe, le bon élève, on peut examiner pourquoi on réussit à avoir ces résultats, parce qu'il y a des obligations et il y a des actions qui font levier sur les technologies propres et leur progrès, parce qu'il y a une conscience des consommateurs qui commence, même s'il faudra renforcer l'intensité de leur participation à être actifs. Et puis les prix de l'énergie qui étaient relativement importants et qui ont incité les consommateurs à économiser les énergies. La vraie question, c'est comment les pays émergents et en développement vont pouvoir faire des progrès de ce côté-là. Alors ensuite, on a pris un tableau qui montre sans ambiguïté que on n'est pas sur la trajectoire du scénario net zéro. Le scénario net zéro, c'est le scénario central de l'Agence internationale de l'énergie, que la communauté des parties, la communauté des pays, la COP, a pris comme scénario central. Vous avez dans colonne 3 et en colonne 4 les objectifs à 2030 et 2050 du scénario révisé en 2023 par l'Agence internationale de l'énergie. La plupart du temps, les volumes étaient plus importants.
On voit que sur l'éolien, en 2030, il faudrait qu'on installe 150 gigawatts de nouvelles capacités. On est à 115 gigawatts. Il y a un effort à faire, mais l'effort complémentaire à 2050 est beaucoup plus important. Sur le solaire, eh bien, les progrès sont très significatifs et on devrait pouvoir atteindre le développement du solaire tel que requis par le scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie. Sur le nucléaire, on sait que construire un réacteur nucléaire, on l'a vu sur Olkiluoto, sur Flamanville ou sur d'autres, est un effort très important et que ça dure parfois beaucoup plus que 10 ans, même si les Chinois arrivent à réduire cette durée de construction. Il y a un effort significatif à faire pour 2030 pour finir tous les réacteurs qui sont en cours de construction, 64, nous disait tout à l'heure Colette, et il va falloir accélérer encore plus dans l'objectif 2050. Florent nous a dit que sur le bas carbone, hydrogène, on n'était pas du tout sur la trajectoire et sur le rendez-vous. Donc il faut le consacrer, ce hydrogène bas carbone, aux industries qu'on ne peut pas décarboner autrement. Sur le stockage, on n'y est pas du tout non plus. Le stockage stationnaire, notamment pour aider les actifs renouvelables à être plus profitables et les réseaux à mieux s'équilibrer. Sur les véhicules électriques, il y a certes un progrès significatif, plus 35% en 2023, mais on voit un ralentissement de cette progression et on n'est pas du tout sur le parc de 360 millions de véhicules. On a aujourd'hui 40 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur les routes qui seraient nécessaires en 2030 et en 2050. Pompes à chaleur, pareil, on n'est pas encore au rendez-vous, même s'il y a un nombre significatif de pompes à chaleur déjà installées et il y a un mouvement. Carbone capture, on est très loin des objectifs. Et enfin, les progrès sur l'intensité énergétique, il faudrait que toutes les régions du monde soient au niveau de l'Europe ou des États-Unis. Alors l'élévation des températures, elle est quasi certaine et elle ne sera pas entre les 1,5 et 2 degrés prévus par l'accord de Paris. L'Organisation météorologique mondiale dit qu'on est déjà à 1,5 degré entre 2024 et 2028. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que si tous les pays respectent leurs engagements, leur National Determined Contribution, ce qui n'est pas complètement certain, on devrait atterrir aux alentours de 2,7 degrés. Et enfin, le GIEC, Intergovernmental Panel for Climate Change, est plutôt sur un chiffre publié en 2023 de plus 3,2 degrés. Évidemment, tout ça en dehors d'événements géopolitiques ou sanitaires importants qui réduiraient de fait les émissions de CO2 et l'augmentation des températures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut accélérer, comme on l'a dit et on va le répéter, le déploiement des technologies bas carbone qui sont aujourd'hui disponibles. Il faut s'occuper du méthane, notamment les émissions des pétroliers, des industries chimiques, les émissions de fuite dans les réseaux, et il y en a, qui est un gaz 10 fois plus potent que le CO2 concernant le réchauffement climatique. Il faut continuer à aider en tant que pays développés, les pays en développement. Aujourd'hui, on est au niveau d'un effort que les pays développés font pour le compte en financement des pays en développement de 100 milliards de dollars. C'est juste l'effort sur lequel on s'était engagé à la COP de Copenhague en 2009. On est très loin du niveau suffisant. Et puis, un certain nombre de mesures d'adaptation, on en avait pas mal parlé l'année dernière, qui sont nécessaires sur tout ce qui va être production d'électricité à partir de centrales thermiques, tout ce qui va être l'augmentation des précipitations et leur impact sur les centrales hydroélectriques, tout ce qui va être les vents qui se renforcent et le fait que les éoliennes résistent mieux à ces événements climatiques, et puis toutes les conséquences des événements climatiques avec le renforcement de la résilience de tous les actifs énergétiques. Voilà, et puis évidemment mesurer et gérer les risques de tous les actifs pour être capable de prendre les bonnes mesures d'adaptation aux coûts les plus appropriés. Alors nous avons donc dit qu'il fallait accélérer sur les énergies renouvelables et les énergies vertes de manière générale, bas carbone, les énergies existantes. Nous sommes posés aussi la question sur les technologies de rupture. Et c'est plutôt probablement pour l'horizon 2040, voire au-delà.
Nous avons sélectionné quelques technologies de rupture, il y en a peut-être d'autres. D'abord, les Advanced Modular Reactors, les réacteurs avancés mais modulaires, l'hydrogène natif, l'hydrogène blanc, la production d'énergie solaire dans l'espace, où on n'a pas la limitation du nombre d'heures où il y a du soleil tout le temps. La supraconductivité qui permettrait d'économiser 7% de l'énergie qui est aujourd'hui gaspillée en chaleur, en effet Joule, sur les réseaux électriques. La fusion nucléaire, on en parle beaucoup, on vous donnera notre avis sur le sujet. La chaleur industrielle, avec l'idée d'augmenter la température de cette chaleur industrielle qui aurait l'avantage d'améliorer le rendement et aussi de la produire à partir d'électricité, et l'impact de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative qui a deux facettes. Une facette très positive, pouvoir améliorer et accélérer cette transition énergétique. Une facette qu'il faudra contrôler sur la consommation en électricité des data centers qui sont associés au développement de l'intelligence artificielle. Alors, les technologies de rupture, donc plutôt pour l'horizon 2040, la supraconductivité, donc elle pourrait économiser 7% de la consommation électrique puisqu'on ne perdrait pas cette électricité sur les réseaux électriques. Vous vous souvenez peut-être que la grande rupture scientifique dans ce domaine a été en 1986 par un laboratoire situé chez IBM en Suisse. Et depuis, pendant les années qui ont suivi, la température minimale pour la supraconductivité a augmenté. Parce qu'en fait, la supraconductivité est un phénomène qui existe à très 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 basse température, autour du zéro absolu, à moins 273 degrés. Et disons, ces travaux ont permis de faire augmenter la température de référence de passage à la supraconductivité. Et on est aujourd'hui autour de 200 degrés, qui est la température de l'azote liquide. D'ailleurs, je voudrais dire qu'en fait, il existe aujourd'hui des câbles supraconducteurs, que la supraconductivité est utilisée en médecine de manière significative, mais pas encore à grande échelle. Malheureusement, depuis 15 ans, il n'y a pas eu de progrès. Et la question qui peut se poser, est-ce que nous sommes devant une limite physique, physique théorique, de la température du passage à supraconductivité, ou est-ce qu'il y aura des progrès à venir? Ensuite, le solaire produit dans l'espace, alors bien sûr c'est très tentant puisqu'il y a du soleil tout le temps dans l'espace, donc il n'y a pas la limitation que l'on trouve sur Terre, et aussi l'ensoleillement est 10 fois plus important que sur Terre. Alors on produirait cette électricité avec bien sûr des satellites sur lesquels on mettrait des panneaux solaires. Ça, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a un coût associé, bien sûr. Le problème, c'est de renvoyer cette électricité sur Terre. On l'en renverrait par micro-ondes, mais le faisceau augmente de largeur au fur et à mesure de la distance parcourue. Et le problème, c'est pour recueillir cette électricité sur Terre, il faut des installations extrêmement importantes. Et donc, la question se pose de savoir si on va y arriver. L'hydrogène natif, qu'on appelle parfois l'hydrogène blanc, c'est de l'hydrogène qu'on trouve naturellement sous terre. Et on en trouve ça a été découvert d'abord au Mali, un peu de manière fortuite. Et aujourd'hui, on pense en trouver sur tous les continents. Aujourd'hui, la géologie qui va conduire à ces poches d'hydrogène natif n'est pas encore très bien connue. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on va avoir affaire à des poches ou est-ce qu'on va avoir affaire à des endroits où il y aura un flux continu d'hydrogène blanc. Le coût de cet hydrogène blanc est très compétitif et donc très compétitif par rapport même à l'hydrogène gris produit aujourd'hui à partir de fossiles. Et aussi, l'hélium est souvent un coproduit de ces découvertes, donc qui a amélioré la compétitivité de ces installations de forage. Donc tout est à découvrir dans ce domaine. Il y a beaucoup de startups d'ailleurs qui se sont lancées avec des demandes de permis en Australie, en UK et ailleurs.
Alors, je passe sans transition d'un sujet qui est totalement différent, qui sont les Advanced Modular Reactors. Juste pour dire que dans les années 80, dans les laboratoires, les grands laboratoires américains et au CEA français et dans les grands laboratoires russes, il y a eu beaucoup d'idées, d'imagination sur les process de fonctionnement des centrales nucléaires et que, in fine, ces technologies n'ont pas vu le jour. En France, on a eu quand même 2 centrales à neutrons rapides, Phénix et Superphénix, et il y a des centrales à neutrons rapides qui fonctionnent dans les pays de l'ancienne URSS. Alors, il y a aujourd'hui 6 technologies qui ont été retenues. Elles sont parfois prometteuses. Je donne juste un exemple. Les technologies à sel fondu ne nécessitent pas d'eau de refroidissement, donc peut-être qu'elles peuvent s'installer dans des endroits très différents des centrales nucléaires d'aujourd'hui. On a parlé de centrales au thorium. Donc il y a encore ici aussi beaucoup de start-up fondées souvent et financées par des milliardaires, notamment américains et notamment Bill Gates. Et la question c'est, est-ce qu'elles vont voir le jour et est-ce que ces technologies vont se répandre probablement plus à l'horizon au-delà de 2030, 2040. Un sujet qui fait souvent beaucoup d'articles dans les médias, c'est la fusion nucléaire. La fusion est utilisée aujourd'hui, bien sûr, dans le militaire. Mais aujourd'hui, on parle de fusion nucléaire civile. Et c'est quoi? C'est le rapprochement de 2 atomes, deutérium, tritium, c'est tous des isotopes de l'hydrogène, et ce rapprochement générerait de l'énergie. Alors comment faire ce confinement contrôlé? Il y a 2 technologies. Une technologie par Thor magnétique, qui est celle qui a été développée jusqu'à présent, et une technologie qui a eu un pas en avant très important en 2022, qui est la technologie par laser, le confinement par laser. La technologie Thor a donné lieu à des prototypes, et puis le grand prototype international qui est ITER, qui est basé dans le sud de la France, a annoncé récemment un très gros problème, à la fois en termes de délai et de surcoût, et ceci repousse de manière significative la première fusion nucléaire. Le premier plasma serait en 2035, mais on n'est pas encore du tout à une installation de production d'électricité. La technologie de confinement laser est beaucoup plus prometteuse. Néanmoins, il y a beaucoup d'étapes qui doivent se passer, notamment l'industrialisation des cibles de deutérium, tritium et l'industrialisation des lasers. Donc, très honnêtement, personnellement, je ne vois pas cette énergie contribuer à la production d'électricité avant 2040 et probablement au-delà. Là aussi, il y a beaucoup de start-up qui se sont lancées dans ce domaine, ce qui est une bonne chose parce que ça fera progresser la technologie. La chaleur, et notamment la chaleur industrielle, est également un sujet d'importance. On l'a dit, la chaleur représente à peu près la moitié de la demande d'énergie et la chaleur industrielle près d'un 1/5 de cette demande mondiale, ce qui en fait une source majeure d'émissions de carbone liées à l'énergie. Et il y a un certain nombre de leviers pour aujourd'hui réduire les émissions liées à cette chaleur, notamment l'électrification de la chaleur. Elle est cruciale pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique. Elle a connu des avancées significatives ces derniers temps. Par exemple, toutes les applications de chaleur industrielle jusqu'à 2000 degrés peuvent désormais être électrifiées grâce aux technologies existantes. Les systèmes de chauffage électrique, de la même manière, comme les pompes à chaleur, peuvent atteindre des efficacités de plus de 300%, ce qui les rend beaucoup plus efficaces que les systèmes traditionnels à combustion. Cependant, des développements commerciaux additionnels restent nécessaires sur un certain nombre d'usages, notamment pour les technologies comprises entre 1000 et 2000 degrés, autour de toutes les technologies de micro-ondes et d'infrarouge. Malgré les défis en termes de coûts de production, de passage à l'échelle, il y a un certain nombre de cadres réglementaires, notamment en Europe, qui vont permettre le développement de cette chaleur décarbonée, qui est un sujet qu'on n'abordait pas jusqu'à présent dans le WIMO, mais qui nous paraît important au regard des engagements de décarbonation.
Si on regarde maintenant les sujets liés à l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, notamment outre-Atlantique, on associe très souvent les sujets de décarbonation avec les sujets d'intelligence artificielle. Alors, il y a deux facettes, comme le disait Colette, de l'intelligence artificielle. La première, c'est que, évidemment, l'intelligence artificielle, elle est étroitement liée avec la consommation des centres de données, des fameux data centers, qui sont, eux, très énergivores, malgré tous les efforts des gestionnaires de ces data centers. Et en 2024, la demande énergétique liée aux data centers représente à peu près 2% de la consommation électrique mondiale, et elle devrait doubler d'ici 4 ans. Donc il y a un effort important d'efficacité énergétique à mettre en place dans ces data centers, et tous les grands acteurs, tous les grands hyperscalers y travaillent pour revoir l'infrastructure même de leur data center, mais aussi l'architecture de leurs serveurs pour faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie ou qu'ils déportent certains de ces usages au moment où il y a plus d'électricité renouvelable disponible. Et puis il y a l'autre facette de l'intelligence artificielle, et il faudra arriver à balancer les deux, c'est l'usage de l'intelligence artificielle comme levier de réduction de la consommation et levier de décarbonation. On a de nombreux exemples qui montrent que l'intelligence artificielle permet de réduire la consommation d'énergie. On le voit dans des usages industriels où on peut optimiser les procédés et donc réduire plus de 2 chiffres la consommation d'électricité. Mais c'est également un outil indispensable aujourd'hui pour l'équilibrage des réseaux. On a des exemples de start-up qui aujourd'hui vont aller optimiser de quelques pourcentages la capacité de stockage des batteries pour être capable de le réinjecter dans les réseaux lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on a besoin d'énergie renouvelable, ou encore pour optimiser la consommation des véhicules électriques qui leur permettent de parcourir un peu plus de distance. Et puis on a des usages aussi plus avancés qui permettent d'aller trouver des nouveaux matériaux, comme par exemple pour les nouvelles chimies de batteries, où là aussi on est capable d'accélérer, de réduire le temps de R&D de ces nouveaux matériaux. Nous en arrivons aux conclusions et recommandations de cette partie de notre observatoire. Donc les recommandations que vous pouvez découvrir sont que, on la constate d'abord, on n'est pas sur la trajectoire des accords de Paris. Et que faut-il faire ? Eh bien, d'ici 2030, c'est développer plus vite les technologies existantes, le solaire, l'éolien, le nucléaire, la chaleur verte, le stockage, et probablement l'intelligence artificielle va aider à accélérer cette transition. Alors comment faire d'un point de vue, financier et législatif ? Eh bien, avoir probablement plus de fonds publics, mais ça risque d'être un petit peu difficile vu les enjeux différents, et notamment les enjeux en termes de conflits aujourd'hui, de guerre, qui vont drainer une partie des budgets, et attirer des fonds privés, à condition qu'il y ait des business models rentables pour le développement de ces technologies. Là, bien sûr, avoir une réglementation appropriée. Il y a eu, vous savez, un changement de réglementation sur les marchés de l'électricité en Europe. La question, c'est est-ce que c'est totalement suffisant ? Et puis, il faut absolument accélérer le processus d'obtention de permis pour les nouvelles installations. Les consommateurs ont un rôle à jouer, et notamment en acceptant de rendre leur consommation plus flexible pour équilibrer le réseau électrique. Il y a aussi la préparation des jeunes aux futurs métiers de la transition énergétique, qui sont absolument passionnants, et sachant que d'autres métiers vont s'arrêter. Étendre la durée de vie, lorsque c'est sur des réacteurs nucléaires, arrêter les émissions de méthane. Alors on n'a pas beaucoup abordé ce sujet, néanmoins les pays occidentaux et les opérateurs pétroliers occidentaux se sont engagés à arrêter leurs émissions de méthane. Il faudrait que l'ensemble des pays le fassent, sachant que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Avoir la bonne mesure, toujours les bonnes mesures des efforts, et notamment mesurer en consommation finale et non pas en énergie primaire. Mettre en place les mesures d'adaptation, puisqu'on sait qu'on n'est pas sur cette trajectoire. Il faut commencer dès aujourd'hui à adapter les différentes installations à l'augmentation de la température et aussi à la fréquence plus importante d'événements climatiques disruptifs. Et puis, bien sûr,
préparer en termes de R&D, en termes d'aide aussi, les technologies de rupture qui, elles, prendront le relais probablement après 2030-2040, mais qui sont importantes à l'achèvement de ces objectifs. Voilà pour, je dirais, l'épisode numéro 3. Je vous engage fortement à regarder les épisodes précédents et puis il y a l'épisode numéro 4 que vous pourrez découvrir. Merci pour votre attention.